Amis de l'électronique et des systèmes, bonjour. Je sais que la majorité d'entre vous aiment plutôt les vidéos, on va dire pratiques, mais bon, il n'y a même pas que le fer à souder dans la vie. Et moi j'aime bien aussi de temps en temps faire un peu de vidéos sur des sujets un peu plus, on va dire, théoriques. Mais sans rentrer, je vous rassure, dans des considérations trop mathématiques ou poussées. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la durée de vie des systèmes et des composants. Tous ces systèmes qui nous entourent au quotidien, hein, les tablettes mobiles ou même pour les électroniciens, nos appareils de mesure, multimètres, oscilloscopes et j'en passe, ils sont censés finalement durer combien de temps et de quoi est-ce qu'ils meurent quand ils meurent. Donc on va regarder un petit peu ça. Allons-y. Quand on analyse un petit peu la durée de vie des équipements, il y a deux notions qui viennent et qui sont relativement très utilisées dans l'industrie et très pratiques. Il y a ce qu'on appelle le MTBF, qui est l'acronyme de Medium Time Between Failure, qui en gros dit quel est le temps moyen entre pannes pour un équipement donné. Donc c'est, on va dire, une donnée statistique qui a souvent été mesurée sur des échantillons ou parfois par calcul par rapport à un ensemble de composants. C'est généralement exprimé en heures. Et il y a une autre chose qu'on retrouve très très souvent, hein, c'est la fameuse courbe de la baignoire, hein, elle est très connue, qui est en fait la courbe qui montre aussi statistiquement quels sont les risques de panne d'un équipement. Alors ici, là, j'ai trouvé ça sur Wikipédia, hein, je vous mettrai le lien, donc c'est assez intéressant, parce que si on regarde bien tout ce qui fait qu'il peut faire des pannes sur un équipement, il y a en vert, et on voit que c'est constant dans ce qu'on va appeler aléatoire, c'est-à-dire tout ce qui peut arriver de façon imprévue. Ça peut aller d'une surtension due à un orage, d'un accident, enfin quelque chose qui n'est pas prévu, et donc on voit que c'est constant parce qu'on admet que le risque que ça arrive est toujours le même. En rouge ici, hein, les défauts liés de jeunesse, hein, ce qu'on pourrait dire la mortalité infantile, hein, si on faisait un petit peu une comparaison biologique, c'est en gros toutes les pannes qui surviennent dans la jeunesse d'un équipement. En jaune, par contre, tout ce qui va être dû à la vieillesse, à l'usure. Et en bleu, bah, si en fait on mélange toutes ces courbes-là, on a cette courbe-là, ici, et on voit pourquoi on l'appelle la baignoire, parce que ça ressemble un petit peu à la vue en coupe d'une baignoire. Bon, il y a des gens qui contestent un peu ce modèle, hein, c'est quelque chose d'un petit peu théorique, mais enfin, je pense que c'est quand même intéressant, parce que ça montre bien un petit peu toutes les causes qui font qu'un équipement peut tomber en panne. Dans les causes qu'on peut voir, il y a ce qui va être le rodage, hein, les choses de jeunesse, et ça, la cause très souvent, hein, c'est plutôt des défauts de fabrication. Un équipement, par exemple, va être fait avec, je sais pas, quelque chose qui pour X raison a eu un défaut lors de la fabrication et fait que il n'est pas conforme et il va casser vite. On peut prendre l'exemple d'une paille, par exemple, dans une pièce métallique, d'une impureté sur une puce électronique, enfin de quelque chose qui a été mal monté, hein, comme je vous expliquais l'autre fois, là, un semi-conducteur qui a été trop serré sur un radiateur, qui fait que ça l'a fendu et qui ne va pas tenir longtemps, enfin, toutes ces choses-là qui sont défectueuses un petit peu dès le début et qui vont très très vite tomber en panne. Alors, une des façons d'éviter ça, c'est d'améliorer la qualité de fabrication, d'utiliser des composants qui ont déjà été vieillis, enfin testés pendant un certain temps, ce qui fait que eux-mêmes ont déjà subi un filtre qui a déjà dégagé tous ceux qui n'étaient pas bons dès le départ. Et c'est comme ça qu'on peut relativement pas mal éliminer ces défauts de jeunesse. Pour les incidents, on va dire aléatoires, c'est tout ce qui n'est pas prévu qui peut arriver. Alors, il y a des choses, de toute façon, on ne pourra jamais rien y faire. C'est un météorite, statistiquement, ça peut tomber n'importe où, n'importe quand. Et si ça tombe pile poil sur votre équipement, il sera endommagé. Enfin voilà, l'idée c'est que ce qu'on peut quand même faire pour améliorer cette courbe, hein, faire quelque part descendre ce niveau, c'est de se dire tout ce qui raisonnablement pour un usage donné peut arriver, on va essayer de limiter les chances que ça arrive. Et après, on va regarder l'usure de fin de vie. Alors, ce qui est quand même très intéressant, et surtout pour les paramètres justement aléatoires, et surtout celui de la fin de vie, c'est que ces deux notions, hein, aussi bien le MTBF que cette courbe de baignoire ici, ils sont hyper dépendants, enfin ils ont du sens que pour une utilisation donnée. Il est évident que tout le monde comprend bien, hein, c'est quelque chose de très intuitif, que si vous utilisez une pelle gentiment comme il faut dans un jardin une fois par an,
elle va quand même durer plus longtemps que le gars qui l'utilise tous les jours et force dessus ou met à des contraintes très très élevées. Donc ça c'est quand même très très important quand même de regarder qu'est-ce qui fait que ça tombe en panne, mais on va regarder aussi que selon les utilisations, cette courbe ici, elle peut être plus ou moins allongée. Alors, quels sont les principaux critères qui font qu'un système va vieillir? Alors, un des principaux, c'est la température. Alors, il y a un gars qui s'appelait Arrhenius, c'est un Suédois, un savant, un gars qui avait le prix de Nobel, hein, vraiment une tête, hein, il a trouvé vraiment beaucoup de choses. Et il a montré une loi, hein, c'est pareil, je vous passe les détails, hein, pour ceux qui veulent du détail, vous irez sur internet, une loi qui a montré que la plupart de toutes les réactions chimiques sont accélérées par la température. Et sa loi un petit peu empirique montre que, en gros, la durée de vie d'un équipement est égale à la durée de vie estimée multipliée par 2 puissance température nominale moins ambiante divisé par 10. Bon, ce qu'il faut retenir de cette formule, c'est le puissance. Puissance, ça veut dire que c'est pas linéaire du tout. Ça veut dire que finalement, plus la température va augmenter, plus la durée de vie va diminuer. Et par exemple, hein, là je vous mets un exemple. Alors j'ai trouvé ça sur une doc, pareil, je vous mettrai le lien, qui est très intéressante, hein, qui est sur la durée de vie des condensateurs. Mais en gros, ils disent, voilà, pour un condensateur qui est donné par le datasheet, par le constructeur, pour avoir une durée de vie de 5000 heures à 85 degrés, on voit que plus on va l'utiliser froid, plus ça va augmenter très très vite. Vous voyez, à 25 degrés, 320 000 heures. 320 000 heures, ça fait plusieurs années. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, parce que c'est aussi utilisé pour vieillir et pour connaître les temps, les durées de vie estimées des composants. Des fois, on achète des trucs où il y a marqué que le MTBF, c'est 10 ans. Alors que le produit, il n'a pas 10 ans. On peut se dire, ils se foutent un peu de la gueule du monde. Comment ils peuvent dire ça? Mais ils peuvent dire ça parce que souvent, il y a des tas de courbes, hein, pour des composants ou des essais qui montrent que si on l'essaye, l'équipement à 100 degrés, et ça simule un vieillissement plus rapide, et ce qui permet de calculer ces MTBF. Enfin, donc ça, c'est déjà une chose qui est très intéressante. On va dire, en gros, plus un équipement va être utilisé à haute température, plus il va vieillir. C'est pour ça que quand on dessine des appareils électroniques, on a tout intérêt à ce qu'ils restent le plus froid possible. Alors, quand je dis froid, c'est pas de les faire tourner à moins 15, hein. Mais je veux dire, par exemple, si on peut faire un appareil qui restera toujours autour de 25 degrés, comme on peut le voir, il vivra bien plus longtemps. Ensuite, on va avoir les chocs et les variations thermiques qui, là aussi, sont des causes de vieillissement très importantes. Alors, on connaît tous le fait que si on prend un bout de fer et qu'on le tord plusieurs fois, au bout d'un moment, il va casser. Et pourquoi il casse? Parce qu'à chaque fois qu'on va le tordre, on va casser des liaisons atomiques à l'intérieur, on va le fragiliser jusqu'au moment où il cassera. Alors, quelque chose qui chauffe, par définition, ça se dilate. Tous les matériaux quasiment sont soumis à des dilatations plus ou moins fortes quand la température change. Et c'est là que ça fait en fait aussi des contraintes thermiques. On imagine bien que la puce d'un régulateur, par exemple, elle est froide, hein, tout est la même température, on fait passer du courant dedans, l'endroit où la température augmente est très ponctuel sur la puce, le transistor il est tout petit. Donc là il va chauffer très 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 fort, il va commencer à se dilater, derrière il va transmettre la chaleur sur le substrat sur lequel il est posé, qui lui-même va se dilater, et ainsi de suite. Mais on voit que tout ça, ça prend du temps, et qu'à chaque fois, ça fait une petite contrainte. Et alors c'est étudié pour, hein, vous allez me dire, mais à chaque fois, ça l'use un petit peu. Ce qui fait qu'un système électronique qui va très souvent avoir des grosses pics comme ça de température, il va aussi vieillir beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'il y a quelques temps, il y a un internaute qui me demandait mon avis pour acheter une station de soudage PS d'occasion, et il me disait, oui, en même temps, elle est relativement récente. Mais typiquement, un système de soudure, c'est quelque chose qui peut rester longtemps à des températures élevées et peut avoir des variations thermiques. C'est-à-dire qu'une station de soudure comme ça, mettons qu'elle existe depuis 6 mois, si le gars l'a utilisée 2 fois, elle est en effet comme neuve. S'il l'a laissée brancher en permanence à fond à 400 degrés, elle a beaucoup vieilli. S'il l'éteignait, il l'allumait une fois par heure, en la montant à 400 degrés à chaque fois, elle a encore plus vieilli. C'est pour ça que d'acheter d'occasion des matériels comme ça qui sont soumis à des grosses différences de température, on prend toujours un petit peu un risque, dans la mesure où on ne sait pas comment ça a été fait. Alors ensuite, dans les conditions qui font que
quelque chose va bien plus ou moins vieillir, bah, ça va être tout ce qui est l'environnement, l'humidité, la corrosion, les chocs. Bah, ça c'est pareil, on comprend bien hein, que du matériel qui va être soumis à, par exemple, qui va être dehors, à la pluie, à l'humidité, ça va vite souffrir. Hein, moi, je le vois bien, il n'y a pas longtemps, j'ai réparé encore des multiples clôtures électriques de ma femme. C'est des trucs qui sont baladés dans la nature et qui, bien sûr, souffrent beaucoup, bien qu'ils soient faits pour ça et souvent protégés. Après, bah, pour tout ce qui est de la mécanique et tout ce qui va être les usures mécaniques, hein, le matage, la tribologie, hein, je rappelle que la tribologie, c'est la science des frottements, et les frottements qui provoquent souvent de l'usure. Donc, bah, même un disque dur, par exemple, hein, enfin les disques durs classiques, bah, dedans, il y a quand même un moteur, il y a un roulement à billes, enfin, il y a des parties mécaniques qui, même si elles sont conçues pour s'user très très lentement, elles s'usent quand même. Et on retrouve ça, par exemple, pour des voitures, des choses comme ça. Donc là, il y a des usures mécaniques. Alors, dans les MTBF et la courbe de la baignoire, tout ça, on ne compte pas, on va dire, les pannes normales qui sont, enfin, je veux dire, qui normalement nécessitent un entretien. C'est-à-dire le MTBF, il part du principe que le système est bien entretenu. Donc pour une voiture, par exemple, que les plaquettes de frein sont changées et tout. Donc on va plutôt compter là-dedans les pannes qui sont, je veux dire, anormales par rapport à l'entretien normal. Donc ça, c'est quelque chose, bon, on le voit beaucoup, hein, qui vont bientôt beaucoup dégrader les matériels. Ensuite, il y a tout ce qui va être un petit peu chimique. On va particulièrement trouver ça pour tout ce qui est piles et batteries, hein, surtout les batteries. On en reparlera tout à l'heure. On va voir que bah, tout ce qui est batterie, c'est des systèmes chimiques. Et avec le temps, ils voient leurs caractéristiques chimiques changer, ce qui change bah, leur capacité et leur durée de vie. Ensuite, on va avoir des phénomènes, enfin, alors surtout là, on parle plutôt pour les semi-conducteurs, les choses comme ça. Un circuit intégré, c'est quelque chose qui commence à travailler des dimensions qui sont vraiment très très petites. Hein. On est un petit peu là dans des choses où les phénomènes, on va dire, atomiques et autres euh, ont beaucoup d'importance. Et il y a certains phénomènes, hein, dont un qui est très très connu, qui s'appelle l'électromigration, qui dit qu'en gros, avec les déplacements de courant électrique, bah, il y a des électrons qui se baladent avec, qui font du stop si on veut, et donc des matières qui se déplacent plus ou moins. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui fait des fois mourir certains circuits. C'est des phénomènes qui sont connus, hein, même s'ils ne sont pas forcément bien maîtrisés. Alors, les fabricants de puces font tout pour l'éliminer, mais enfin, c'est toujours quelque chose qui existe. Et après, alors ça peut paraître très bizarre, mais c'est une grosse raison de panne, c'est la non-utilisation. Pourquoi? Parce que bah, y a des choses qui vont finir par se gripper, il y a des contacts qui sont conçus quelque part pour fonctionner. On connaît tous un multimètre, hein, voilà un magnifique multimètre, avec ici cette galette là qui permet de le mettre en route. Et enfin, moi j'ai très souvent vu que des appareils comme ça, si on ne les utilise pas longtemps, bah, évidemment ils ne marchent pas. Pourquoi? Parce que qu'on les utilise tous les jours, à chaque fois qu'on passe le curseur dessus, et ben quelque part, s'il y avait une toute petite couche d'oxyde qui était en train de se faire, et ben je veux dire, elle est éliminée. C'est pour ça que par exemple, souvent aussi sur des positions qu'on utilise peu, et ben souvent on a des mauvais contacts. C'est pour ça que de temps en temps, c'est pas mal de les faire fonctionner comme ça. Et alors ici en même temps, moi je vois j'ai beaucoup de vieux matériel. Enfin je vois c'est à chaque fois quoi. À chaque fois que j'utilise mes vieux tiroirs Tektro là que je n'utilise pas souvent, ils sont pleins de mauvais contacts. Et souvent il suffit de les manœuvrer un petit peu, hein, les boutons, les potentiomètres, pour enfin, justement éliminer ces couches un peu d'oxyde de poussière et les faire mieux marcher. Alors il y a d'autres causes qui font ça. Au niveau mécanique, il y a le grippage, hein, c'est très souvent, souvent c'est les lubrifiants qui s'évaporent, qui sèchent, ou des graisses, ce qui fait que ça finit par se coller plus ou moins et à faire des frottements, des tas de problèmes comme ça. Et alors il y a d'autres problèmes qui reviennent un petit peu à des dégradations chimiques. Tous ceux qui, par exemple, travaillent avec des vieilles radios savent que si on reprend la vieille radio de Mémé, là, qui n'a pas tourné depuis la dernière émission de Radio Londres, et qui la branche direct sur le secteur, souvent on va avoir des effets pyrotechniques intéressants. Pourquoi? Parce que dedans il y a des composants, et en particulier des condensateurs chimiques, qui vieillissent très très mal, et qui, en fait, il faut les remettre en route, on va dire, avec certaines procédures qui refassent en fait un peu leur couche d'oxyde naturel, enfin bon,
c'est pas le but de la vidéo, mais enfin il y a certains phénomènes et il faut les faire marcher. Alors, pour info en plus, hein, ici par exemple, les plus gros problèmes que j'ai avec aussi tous mes vieux tiroirs, là, tous mes vieux appareils, c'est typiquement des trucs comme ça. C'est des tiroirs, je les ai achetés il y a 10 ans, ils marchaient super bien, je les ai réglés, tout ça. Je les utilise pas longtemps, et là, quand je les mets en route, prouf, crac, ça dégage très vite. Pourquoi? Bah parce que, justement, les condensateurs, ils s'abîment, ils se mettent en court-circuit, des choses comme ça. C'est pourquoi il est conseillé, hein, surtout pour des appareils, on va dire, électroniques, mais aussi mécaniques, de les faire tourner de temps en temps. C'est pareil, les voitures, c'est bien connu, hein, une voiture qui n'a pas tourné pendant 2 3 ans, ça va pas le faire, hein, elle va s'abîmer relativement, alors que même si elle est bien conservée, elle n'a pas de raison de s'user. Dans l'armée, par exemple, pour garder des matériaux qui sont stockés, eh ben, ils ont des normes, hein, par exemple, de les faire tourner, je sais pas, au moins 5 minutes tous les 6 mois. Les groupes électrogènes, de temps en temps, on les fait tourner. Enfin, il y a des normes comme ça. Et moi, je sais que dans mon labo, hein, vous avez vu que j'ai plein de matériel, j'essaye de temps en temps de les allumer, même si j'en ai pas besoin, un petit peu de temps en temps quand même, justement pour éviter ces phénomènes. Alors il y a une autre cause en fait qui fait que les appareils vieillissent. C'est un petit peu hors sujet parce qu'on va dire c'est un petit peu exogène à l'appareil, mais c'est qu'on a de plus en plus d'appareils qui sont dépendants d'un écosystème. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, il y avait le fameux truc TamTam, je crois que ça s'appelait, là, un pager. Si on récupère un pager comme ça, le pager, tout ça, à la limite, il marche. Mais comme il lui faut tout un système de bornes pour fonctionner, on n'a aucune chance de l'utiliser. C'est comme un Radiocom 2000, hein, les premiers radiotéléphones, il n'y a plus les bornes, il n'y a plus rien, donc même s'il fonctionne, on ne peut quand même pas l'utiliser. Donc voilà, hein, bon, je vous ai cité les causes principales, encore une fois, hein, on pourrait en parler pendant des heures. Alors, je me suis posé un peu la question et de dire, tiens, alors, c'est intéressant, regardons un petit peu dans notre quotidien comment les appareils, ils finissent leur vie. Alors déjà, j'ai fait quelque part ce que j'appelle les bases d'énergie. Alors c'est quoi les bases d'énergie? C'est des trucs comme ce que tout le monde connaît, hein, comme ces calculettes LCD, comme ma montre ici, hein, typiquement des montres comme ça. Enfin, tous ces trucs-là. Alors pourquoi je les appelle basse énergie? Parce qu'ils consomment très très peu, ce qui fait qu'ils ne chauffent pas, il n'y a pas beaucoup de courant qui passe dedans. Et si on regarde bien, ces appareils-là, ce qui meurt, c'est pas le circuit. Hein. Enfin, je veux dire, c'est très très rare que les calculettes ici, on les jette parce que le circuit intégré qui est dedans marche pas. Très souvent, ce qui va mourir, alors ça peut être l'affichage, mais souvent, c'est des causes mécaniques. C'est les boutons qui marchent plus, c'est parce qu'on a renversé le café dessus, c'est parce qu'elles sont tombées. Enfin, de même que les montres, qui honnêtement achetait une montre comme ça, simple, parce que vraiment, elle marchait plus. Souvent, c'est plutôt parce qu'elle est rayée, parce qu'on ne veut même pas changer la pile, ou on ne trouve plus la pile, ou le bracelet qui est cassé, ainsi de suite. Donc tous ces trucs-là, en fait, on s'aperçoit que c'est pas la partie électronique qui fait qu'ils vivent pas, mais c'est lié en fait à l'usage, à l'environnement. Et on va retrouver un petit peu ça pour tout ce que on connaît bien maintenant, hein, les téléphones mobiles, les smartphones, les portables, les tablettes et tout ça. C'est pareil, si on regarde bien, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on change de téléphone? Très souvent, c'est parce que ils sont tombés. Hein. Tout le monde sait bien que la super tablette ou le smartphone qui tombe sur le carrelage de la cuisine, ça dépend comment il tombe, mais s'il tombe bien sur le coin, généralement, ça va l'arrêter. C'est des systèmes donc, qui sont très dangereux. Hein. Combien de fois on m'en a demandé d'en réparer qui étaient tombés dans les chiottes ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est pareil. Je pourrais faire une vidéo, Marc, là-dessus, parce que des fois on arrive comme à les sauver, mais enfin, toujours est-il que c'est quand même quelque chose où on voit que la fin de vie souvent n'est pas liée à des choses électroniques. Ensuite, la deuxième cause de fin de vie de ces machins-là, vu que c'est des trucs portables, c'est l'usure de la batterie. Hein, surtout que souvent on ne peut pas la changer facilement, ou même on la trouve plus. Donc, on connaît tout ça. Hein. Qui n'a pas un ordinateur portable qui marche encore et qu'on utilise, mais que sur secteur? Parce que la batterie est morte, ça coûte très cher de la changer, et ainsi de suite. Mais si on regarde bien tous ces trucs-là, quand on les change, souvent, c'est pas parce qu'ils sont réellement en panne, je veux dire au niveau de la mémoire, du processeur, tout ça, ça marche très bien. On les change vraiment pour ces causes-là, et en même temps, c'est la bonne raison, hein, on va y venir, ou en disant, de toute façon, comme ils deviennent très vite obsolètes dans la mesure où, avec la loi de Moore et tout ça, très vite, il y a des nouveaux modèles bien plus performants qui nous font baver et qui sont faits, ça devient en plus la bonne raison pour le faire.
Hein, on se dit, bah, de toute façon, je ne vais pas aller investir dans une batterie qui coûte quasiment plus de la moitié de l'appareil neuf, alors qu'il y a le nouveau modèle super tralala machin, qui va 2 fois plus vite, a 2 fois plus de mémoire, des pixels, des tas de machins et tout ça. C'est pour ça qu'en fait, les 3 quarts de ces appareils, quand on les change, bah, enfin, je veux dire, ils fonctionnent encore du point de vue électronique. Alors, c'est un petit peu différent, mais pas tant que ça sur les PC desktop. Les PC desktop, bon, souvent, ce qui va cramer, c'est plutôt les alims. Hein, encore, on va le voir tout à l'heure avec les condensateurs, les choses comme ça. Mais quand même, posez-vous la question, sur tous les PC desktop que vous avez changés, combien, enfin aussi bien, je veux dire perso que pro, combien on a changé parce qu'il ne marchait plus. Moi, je vois au boulot, j'ai jamais changé mon PC parce qu'il ne marchait plus. J'ai changé parce qu'il était amorti, parce qu'on voulait avoir un modèle plus récent. Donc encore une fois, c'est finalement, ils ont des durées de vie. Bon, on les connaît pas trop, parce que de toute façon, on les change avant du fait que de poursuivre l'évolution technologique. Alors après, dans notre vie, qu'est-ce qu'on a qu'on retrouve, bah, c'est tout ce qui est télé. Alors les télés, là, c'est un peu différent. Souvent, les gens sont assez accros à leur télé. Ils en ont une et ils la gardent jusqu'à temps qu'elle meure. Alors ça, j'en ai réparé, je sais pas combien, des télés, des amplis, des choses comme ça. Et ici, ce qui meurt très très souvent, bon, je vais pas parler des télés à tubes, hein, on va dire ça c'était avant. Hein. C'est généralement des problèmes d'alim. Alors toujours les sempiternelles capacité condensateur. Hein, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Les diodes, bien que souvent les diodes elles crament parce qu'elles sont mises en court-circuit par un condensateur qui se sent mal. Et des fois aussi des composants autres, mais souvent, quand c'est d'autres composants, c'est souvent des composants qui justement sont soumis à des grosses stresses thermiques. Il n'y a pas longtemps, j'ai réparé une télé où il y avait un petit chip dedans là, qui faisait le matrissage là, pour l'écran LCD là, de la couleur. Et alors c'est ce circuit-là qui était mort, mais il était mort, c'est vrai que c'est un circuit qui chauffe beaucoup, donc on revient dans notre histoire ici de température. Donc c'est pareil, ces trucs-là, souvent, c'est pas des grosses pannes, et on les garde, bon, on va dire la durée de vie, on va dire c'est entre 5 et 10 ans hein, maintenant. Et on va retrouver ça aussi avec l'électroménager. Alors comme l'électroménager, maintenant il y a beaucoup d'électronique, ben, on va retrouver un peu comme pour la télé hi-fi. Et aussi bien sûr de l'usure mécanique, parce que bah, dans tout ce qui est lave-linge, sèche-linge, bah, là il y a de la mécanique, il y a aussi souvent des durites, hein, le caoutchouc, là on retombe dans ce que je vous disais, la partie chimique, hein, les caoutchoucs ça se durcit, ça se met à fuir et tout ça. Donc ce qu'on peut voir, c'est que dans beaucoup de cas, on n'utilise pas ces appareils jusqu'à leur vraie mort, hein, enfin le cas où vraiment, je veux dire, ils sont au bout de cette courbe de la baignoire. Souvent, on les change alors qu'ils sont même pas en panne, ou alors qu'il n'y aurait pas grand-chose à faire pour les réparer. Mais bon, on est dans un monde, hein, un écosystème où tout est fait pour que on les répare pas et on les remplace systématiquement pour faire marcher le business. Mais c'est quelque chose qui n'est pas tenable. Et enfin, c'est pas vraiment le but de ma vidéo, mais encore une fois, moi je fais tout pour essayer quand même de les réparer, parce que c'est quand même des fois dommage de foutre à la poubelle des trucs qui marchent bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un très très vaste sujet, hein, on pourrait faire des jours et des jours de vidéos dessus. Et là, mon idée, en effet, hein, c'était juste de vous donner que quelques, je veux dire, quelques notions, hein, quelques éléments de base qui pourront nourrir votre réflexion. Encore une fois, je mets dans la vidéo quelques liens pour ceux qui voudraient approfondir le sujet. Mais enfin bon, on voit que tous ces systèmes, finalement, aussi bien électroniques que mécaniques, bah, ils sont comme nous, ils ont une durée de vie. Bon, l'idéal, quelque part, ce serait qu'on vieillisse un petit peu plus vite qu'eux. Hein. Ça nous permettrait d'en profiter plutôt dans l'au d'ici que dans l'au-delà. Enfin, en fait, généralement, bah, ils ne durent quand même pas si longtemps que ça. Enfin voilà, donc Chronos, hein, le grand dieu du temps, bah, vous laisse quand même quelques instants pour profiter de la vie et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo.